La société moderne, c'est cette société qui croit pour croître, qui innove pour innover, qui accélère pour accélérer. On va conserver juste cette idée-là, et je vous conseille fortement d'aller lire Arthur Rosa. J'en viens à la partie que j'espérais la plus exploratoire, c'est toujours vraiment beaucoup trop long, ce que j'appelle les cadres décroissants d'une vie sensée. Le livre qui m'a convaincu que la décroissance devait être politique est un livre qui ne parle pas de décroissance, est un livre qui parle de libéralisme et néolibéralisme. C'est un livre que je vénère, c'est un livre écrit par quelqu'un qui s'appelle Serge Audier, et qui a écrit un livre qui s'appelle Néolibéralisme, et qui raconte tout simplement l'histoire du néolibéralisme, donc non pas l'histoire du libéralisme depuis John Locke, on pourrait commencer à John Locke, mais le néolibéralisme, c'est-à-dire depuis, si je ne me trompe pas, 1938, le congrès Lippmann, et puis après la Seconde Guerre mondiale, la création de la Société du monde pèlerin, et puis tout un ensemble de... Et la question... Alors, j'aime beaucoup ce livre parce que, et ça Serge Audier le montre très bien, dans les années 30, les libéraux sont défaitistes. Ils ont l'impression qu'ils ont perdu la partie. Et que partout autour d'eux, c'est le socialisme qui a gagné. C'est le socialisme du New Deal, c'est le socialisme du Front populaire, c'est le socialisme de l'URSS, que ce soit un socialisme révolutionnaire ou social-démocrate, comme on dira plus tard, le socialisme a gagné. Et Friedrich Hayek, dans les années, publie un livre qui s'appelle La route de la servitude. En gros, il dit, mais on se fait péter la gueule idéologiquement. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, il ose dire, pourquoi? Parce qu'on est des feignants. Parce qu'on s'appuie sur une idéologie libérale et on croit qu'elle est suffisante pour combattre ceux qui, en ce moment, sont en train de nous enfoncer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retrousser nos manches et nous allons refaire le travail idéologique de réflexion, de conceptualisation. Et le livre de Serge Audier, Néolibéralisme, raconte comment, effectivement, de rencontre en rencontre, ils produisent des comptes. Alors, c'est ça le deuxième point. Ils produisent quoi? En fait, ils ne produisent pas de propositions. Ils produisent des concepts. Ils ne produisent pas de propositions. J'ai lu le livre, ça fait quelques années, ça fait des années que je le vante, mais j'avais réellement compris quand cet été, j'ai eu la chance d'être invité par l'association des directeurs généraux des intercommunalités et des communautés de communes en France. Ils ont une sorte de groupe, ils m'ont invité pour parler de décroissance. C'est la surprise, en demandant si c'était pas trompé. Et en fait, j'ai appris quelque chose. Moi j'appartiens pas au monde des affaires, j'appartiens pas à ce monde-là. Alors, eux non plus, hein, c'est des fonctionnaires, mais quand même, ils sont dans cet étage institutionnel qui doit fournir précisément les moyens qu'attend la société libérale. Donc, ils sont au bon niveau. Et aujourd'hui, quand on sait ce que sont les Comcom et les intercommunalités, on sait que c'est eux qui ont les pouvoirs, qui font les véritables politiques. Hein, compétition, attractivité, métropolisation, excellence. Hein, les quatre piliers, je l'ai déjà cité la dernière fois, la CAM, des directeurs généraux. Et en fait, quand je les écoutais, parce que moi j'ai fait mon blabla, et puis après je les écoutais, je suis resté 2 jours avec eux, puis à chaque fois je pouvais poser des questions, je voyais que ce qu'ils voulaient, ce n'était pas des recettes, ce n'était pas des propositions. Il y a un mot que j'avais noté dans mon carnet, ils veulent des matrices. Ils veulent des matrices. Au départ, j'ai dit franchement, je n'ai pas compris ce que c'était. Ils veulent des matrices. Alors, t'es arrivé de faire des mathématiques, je sais ce que c'est qu'une matrice. Un vecteur X, je prends une matrice, j'obtiens X'. C'est quelque chose qui bouge,
quelque chose qui est déjà là. Voilà, une matrice, c'est toujours une matrice de transformation. Ça permet de transformer. Et il me semble que le libéralisme, le néolibéralisme, a gagné précisément parce qu'il a produit des concepts qui sont des matrices, qui ne sont pas des propositions. C'est ce qui fait qu'au fond, que des régimes libéraux peuvent proposer des propositions contraires les unes aux autres. Les uns peuvent vous proposer un revenu inconditionnel, un revenu universel, d'autres peuvent vous dire même plus comment dire, de salaire ou de revenu minimum. Enfin, c'est pas gênant. Tout ça peut sembler contradictoire, mais en réalité, tout ça est conforme à des matrices. Je me suis amusé à en chercher un certain nombre. Je les ai notés. Ces matrices, alors je me suis amusé à chercher que des matrices en sion. Dérégulation, privatisation, individualisation, artificialisation, marchandisation, délocalisation, externalisation, intensification, j'en ai d'autres, assignation, invisibilisation, etc. Et donc, ils ne proposent pas des propositions, ils proposent des matrices de solutions. C'est-à-dire, en gros, une proposition, en gros, elle nous dirait, quelle que soit la situation, voilà ce qu'il faut faire. Pas une matrice. Une matrice, j'ai ma situation, j'ai ma matrice. Si je veux transformer ma situation de départ, j'utilise la matrice. Mais ça peut donner, suivant la situation de départ, le résultat peut me donner quelque chose qui va même être contradictoire avec la même matrice utilisée dans une autre situation. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Donc, mon idée, c'est de chercher, est-ce que nous, du côté de la décroissance, nous pouvons trouver des matrices et proposer des matrices de solutions. Précisément des matrices qui vont prendre le contre-pied de l'accélération, de la croissance et de l'innovation. D'où le paradoxe, enfin la provocation, de dire, est-ce que je peux trouver une matrice du moins? Est-ce que je peux trouver une matrice du vieux? Est-ce que je peux trouver une matrice du lent? Est-ce que je peux trouver une matrice? Donc, moi, il me semble que oui. Alors, il y en a une que j'ai trouvée il y a assez longtemps, mais sans avoir compris que c'était une matrice. C'est une notion qui a été inventée, un concept même, qui a été inventé, c'est même présenté comme concept par cette association que j'espère vous connaissez tous, qui s'appelle les Amis de la Terre. Les Amis de la Terre ont inventé un concept, c'est ce qu'ils appellent le concept d'espace écologique. Le concept d'espace écologique, qu'est-ce que c'est? Alors, eux, ils ne l'ont pas pensé comme matrice. On est en train de travailler un petit peu avec eux pour dire, vous savez, votre idée, elle est beaucoup plus forte que ce que vous avez trouvé. Ce que vous avez découvert, c'est une matrice. C'est pas simplement un truc qui marche. C'est quoi l'espace écologique? Au départ, ils le pensent en termes de matière. Par exemple, il faut un minimum d'eau pour vivre, un plancher, mais au-delà d'un plafond, l'eau est gaspillage. Et on peut... Donc l'idée de l'espace écologique, c'est qu'il faut encadrer toute proposition entre un plancher et un plafond. Ça fait des années, je discutais, certains peut-être le connaissent, comment il s'appelait, Alain Dordet, qui était président, beaucoup de discussions avec lui là-dessus, sur l'espace écologique. Et je lui disais, mais Alain, vous avez une pépite. Vous l'utilisez que d'un point de vue écologique, mais vous ne voyez pas que vous pouvez l'utiliser pour tout un tas d'autres domaines. Vous pouvez... moi, j'ai été longtemps investi dans les monnaies locales. Dans les monnaies locales, j'ai pas trop de mal à montrer que les monnaies locales doivent se situer entre le plancher de la gratuité et le plafond. Alors, ça s'appelle savant de la grammatistique, c'est-à-dire l'idée de la spéculation. On va se situer entre les deux. Quand je parle de tolérance, c'est pas très dur, par exemple, on voit pas très bien, on peut parfaitement comprendre ce qu'est un espace écologique de tolérance. Au-dessus, je prends l'espace écologique du tolérable, au-dessus du plafond, c'est l'intolérable, le crime, le meurtre. Je dis ça, un jour, quelqu'un a levé le doigt pour me dire, mais pour moi, c'est pas intolérable.
Ça devient dur, mais bon. Mais normalement, on peut se dire que... Maintenant, c'est quoi le plancher du tolérable? En fait, il faut bien comprendre que tolérer, ce n'est pas être d'accord. Nous tolérons ce que nous n'acceptons pas. Vous savez quoi, on dit en anglais? Nous tolérons ce que nous trouvons désagréable. Quoi, nous sommes en disagreement. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui suis opposé en tant que tel au mariage, je suis pas d'accord, je suis contre l'institution du mariage. Moi, je le tolère. Je le tolère. Si j'étais catholique au moment des dits de Nantes, je tolère les protestants. Ça veut pas dire que je deviens protestant, je tolère. Plancher, plafond. Le bruit. Il y a deux façons de torturer quelqu'un. Lui imposer sous le plancher, silence absolu. Lui imposer au-delà du plafond. Le bruit, fondamentalement, par rapport à la décroissance, la pauvreté. La décroissance est souvent définie comme pauvreté volontaire. Le plancher, sous le plancher, la misère. La distinction, elle n'est pas de moi, elle est reprise par Magid Ranema et elle vient de saint Thomas. La misère, c'est quand vous manquez du nécessaire. La pauvreté, c'est quand vous manquez du superflu. Nous, les décroissants, nous défendons la pauvreté. Le plancher de la pauvreté, c'est la misère. Le plafond de la pauvreté, c'est la richesse. Et puis on peut encore avancer. J'aime bien faire remarquer que quand quelqu'un se situe sous le plancher, que ce soit de tolérance, de l'eau, des droits, de l'argent, on s'en fiche. Il est exclu. Il est exclu. Il subit une exclusion. Au-delà d'un plafond, les riches choisissent. C'est de l'exclusion, on dit comment? La sécession des riches, c'est choisi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes dans la misère, vous ne vivez plus dans le monde commun. Et quand vous êtes riche, alors à combien sommes-nous riches en France? On adore toujours comment ils font le débat pour noyer la question de la richesse. Moi, je ne sais pas forcément très bien avouer, comment dire, à quel moment on est riche, pas riche, mais je sais très bien que quand quelqu'un gagne, comment dire, en 1 heure, ce que moi j'ai gagné en une vie, voilà, il a dû dépasser le plafond. Je n'ai pas besoin de me poser trop longtemps la question. Les riches aussi vivent hors du commun. Ils ont une vie hors du commun. Les misérables ont aussi une vie hors du commun. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a deux façons d'être hors du commun. Au-dessus du plafond, en deçà du plancher. À ce moment-là, ça nous permet, et ça me semble, c'est en ce sens-là que j'appelle ça une matrice de solutions. En tant que décroissants, si nous défendons le commun, nous devons encadrer le commun, le prendre en sandwich, toujours entre plancher et plafond. Car si au-delà du plafond vous êtes hors du commun, si en deçà du plancher vous êtes hors du commun, quand vous êtes entre le plancher et le plafond, mais vous l'utilisez pour ce que vous voulez. Plus la liberté que vous donnez à vos gosses pour rentrer à minuit ou pas, vous prenez l'exemple que vous voulez. Et ça, c'est une façon très importante de rompre avec le libéralisme. Le libéralisme, quand il pense une limite, il pense toujours une seule limite. Et ce qu'il appelle la liberté, c'est la capacité à franchir la limite, à s'affranchir de la limite, à dépasser la limite. Dans un monde d'espace écologique, quand nous prenons l'espace écologique comme matrice de solution, alors à ce moment-là, nous fabriquons du commun. Vous allez l'appliquer à ce que vous voulez. Mais dès qu'il y aura une limite, essayez de vous dire, la première limite à laquelle j'accède, c'est un plancher ou c'est un plafond? Si c'est un plancher, je cherche le plafond. Si c'est le plafond, je cherche le plancher. Et vous verrez que la vie en commun, elle se situera entre les deux. Et que ce que nous voulons, pareil pour les questions classiques de la satisfaction. La satisfaction qui se situe entre le plancher et le plafond, ça a un nom. C'est le contentement. Le contentement est une forme de satisfaction. Et en français, ça marche très bien. Le contentement, c'est savoir se contenter.
Se contenter, c'est s'auto-limiter. C'est s'auto-limiter. Nous sommes capables par nous-mêmes, de nous auto-limiter. Et là, il me semble que la notion d'espace écologique, elle est formidable. Parce que, à partir du moment où on prend plancher-plafond, on s'aperçoit alors que qui va décider ce qui est plancher et qui va décider ce qui est plafond? Est-ce que nous allons subir les définitions du plancher et du plafond? Est-ce que nous allons les recevoir de l'extérieur? Et là, je touche à un point avec certains décroissants, nous pouvons frotter. Certains décroissants nous expliquent que les limites de la nature sont des limites qui sont imposées. Moi, je partage l'avis de Yorgos Kallis, décroissant grec, qui dit que je suis capable, et il le dit lui explicitement, lui il dit « Je ne crois pas qu'il existe de limites extérieures ». Nous avons tous entendu parler des limites planétaires. Ces limites planétaires, est-ce que nous les subissons en réalité? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là quelque chose de très simple. Ce n'est pas la nature, même comme nous sommes des super écologistes radicaux, qui va nous imposer des contraintes. En réalité, s'il y a des contraintes, elles ne viennent pas de la nature, elles viennent de notre incapacité à nous auto-limiter. Et pour nous auto-limiter, nous devons nous penser en termes de plancher-plafond. Vous avez quelqu'un, par exemple, aux États-Unis, Cass Rivers, qui a sorti la notion de donut, qui reprend là aussi la notion de plancher-plafond. C'est une utilisation de la matrice, le plancher social, le plafond écologique, pourquoi pas. Mais là, il me semble que penser systématiquement en termes de plancher-plafond, c'est vraiment une façon de penser la réduction. Pourquoi? Tout à l'heure, quand je fais le reproche à la croissance d'être une augmentation, non, je ne fais pas le reproche d'être une augmentation. Je lui fais le reproche d'être une augmentation pour être une augmentation. Vous comprenez bien que quand je fais le reproche à la croissance d'être de la croissance pour la croissance, ce n'est pas pour qu'à mon tour je me mette à défendre la décroissance pour décroître. Si quelqu'un me demande pourquoi décroître, je ne vais pas dire pour décroître. Il est aussi absurde de croître vers l'infini et au-delà que de décroître vers le zéro et en deçà. Nous ne décroissons pas pour décroître. La décroissance n'est pas une direction. Laissons cela à la croissance, que la direction prétende être son sens, et reprenons le sens. Comprenons qu'effectivement, nous ne décroissons pas. La décroissance n'est qu'une étape. Nous n'allons pas passer notre vie à décroître. La décroissance n'est pas un projet de société. Quand quelqu'un fait un régime, ça ne fait pas de lui son régime, ça ne fait pas un projet de vie. Sa vie n'est pas réussie parce qu'il a fait un régime. La décroissance sera un régime de réduction, mais nous ne réduisons pas pour réduire. Ce qu'il faut, c'est poser la question du sens. La question du sens, elle va se trouver entre le plancher et le plafond. Parce que là, nous retrouverons quoi? Du commun, du sens commun. Nous retrouverons tout simplement que pourquoi la pauvreté peut être défendable et pourquoi la pauvreté n'est pas absurde? Parce que je ne suis pas pauvre tout seul. Je peux être riche tout seul, je peux être misérable tout seul. Je ne peux pas être pauvre tout seul. Quiconque a fait une expérience de pauvreté, dans les pays du Sud par exemple, sait que la pauvreté est collective et qu'elle n'est pas vécue comme une misère. Les livres de Majid Nema et de son co-auteur, dont le nom m'échappe à ce moment-là, c'est pas... La pauvreté, c'est pas la misère. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble. Parce qu'on est commun. Et voilà. Après, je passe directement au deuxième sur le lent. En fait, est-ce que l'opposition à l'accélération, c'est ralentir? Alors, on pourrait s'attendre que oui. Et en fait, quand on lit Arnoud Rosa, alors, il y a des interviews dans lesquelles il dit oui, c'est ralentir. Mais dans son livre, il dit ah ben non. Le contraire de l'accélération, c'est pas le ralentissement. Alors, il dit, c'est la résonance. Il écrit un gros livre, son plus gros livre, c'est sur la résonance. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, ce qu'il va montrer, c'est que l'accélération est une aliénation. C'est-à-dire, au sens propre, quand je suis aliéné, je ne suis pas moi-même.
à toujours courir derrière moi de façon disruptive, comme disait Bernard Stiegler. La disruption, vous savez, c'est vous arrivez à la gare du progrès, le train est déjà parti. Vous êtes toujours en retard du dernier train du progrès. On est toujours en retard, on court toujours derrière. Comment retrouver de l'adéquation et de l'harmonie? Et donc, lui, il dit non, non, non. Le contraire de l'accélération, ce n'est pas le ralentissement, c'est la résonance. Pourquoi? Parce que l'accélération est une aliénation. Quand je suis aliéné, je ne suis pas moi-même, je suis un autre, alius. Je suis aliéné, je suis un autre. Je n'ai jamais le temps d'être moi-même. Ou disons, le vrai moi-même, il est toujours devant moi. Je suis toujours à la recherche de moi. C'est le bip-bip, le roadrunner. Et donc, Hartmut Rosa rajoute, l'aliénation est une... Alors, drôle de formule, Hartmut Rosa écrit des formules, on les lit une fois, deux fois, 10 fois. Il dit, l'aliénation est une relation sans relation. C'est une façon de me rapporter aux autres, en fait, sans être affecté, touché par les autres. Et c'est pourquoi il dit, si l'accélération est une aliénation, si l'aliénation est une relation sans relation, alors, pour échapper à l'accélération, il faut retrouver une relation avec relation. C'est-à-dire une relation où je suis touché par les autres. Chacun d'entre nous a déjà pu vivre des expériences de résonance. Dans ce cas, nous savons intellectuellement et nous ressentons psychologiquement et corporellement que nous sommes au monde. Un paysage, une rencontre, un tableau, une lecture, une rêverie. Et nous entrons en relation. Que nous sommes là où nous sommes, il fait de l'allemand. Là, il y a le monde. C'est un germaniste, ceux qui savent allemand se comprennent que Dasein, ça veut dire être là. Exister, c'est être là. Je suis là. Je ne suis pas ailleurs. Je ne suis pas en train de me dire que ma vie a un sens plus tard, quand j'aurai plus, ou plus loin. Nous ne sommes plus les spectateurs en face du monde. Nous sommes juste reliés par une corde vibrante à un fragment du monde. Et les larmes peuvent nous venir aux yeux. Je pense que normalement nous avons tous vécu ce type d'expérience, que classiquement on appelait l'expérience de beauté. Hein. C'était l'expérience esthétique de la beauté. Le problème, c'est que le monde moderne nous produit un monde dans lequel nous avons de plus en plus de mal à être en résonance avec le monde. Pourquoi? Ça, c'est le livre suivant. Parce que nous avons un idéal de mise à disposition du monde. Nous voulons le monde moderne, le monde libéral de croissance, veut un contrôle sur le monde, veut que le monde soit à sa disposition. Et c'est là, et je finirai pas, tant pis. C'est là où, pour moi, il y a le point le plus important. C'est que quand on lit Hartmut Rosa, on comprend qu'il ne s'agit ni que le monde soit totalement de disposition, ni que le monde nous échappe complètement. Il faut juste que dans le monde, il reste une part d'indisponible. Il faut qu'il reste une part d'indisponible. Et cette notion de part, elle me semble ma deuxième matrice. La première matrice est l'espace écologique. Je pense que la notion de part est une formidable matrice de solution. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que nous dominions le monde. Il s'agit d'accepter qu'une part du monde nous échappe. Nous avons là, en tant que décroissants, une position qu'on appelle technocritique. Nous ne disons pas qu'il faut refuser toute critique. Nous disons juste que nous ne voulons pas d'une critique qui nous rendrait intégralement comme maîtres et possesseurs de la nature. Nous voulons qu'une part du monde nous reste indisponible. Certains d'entre vous font peut-être de la permaculture. Ils connaissent la zone 5.
Il y a 5 zones en permaculture. La zone 5, c'est la zone qu'on ne touche pas. La zone 4, c'est la vie sauvage. La zone 5, c'est la zone sauvage. Il faut qu'il y ait une zone où nous n'intervenons pas. Il y a ce formidable livre de Virginie Maris qui s'appelle « La part sauvage du monde ». Il ne s'agit pas, quand nous défendons en tant que décroissants le réensauvagement de la nature, de rendre la nature totalement sauvage. Il faut admettre que certaines parties du monde et de la nature doivent rester sauvages. Virginie Maris. D'abord pour une question de stratégie. Il ne s'agit pas, fait très bien remarquer Virginie Maris, de réduire la vraie nature à sa part sauvage, en négligeant du même coup la nature ordinaire. Mais il y a dans cette part sauvage un extrême qui doit éviter de lentement laisser filer nos exigences. Il ne faut pas partir de la nature ordinaire, mais il faut partir de la nature sauvage. Parce que les individus ont tendance à ne pas désirer beaucoup plus que ce qu'ils peuvent obtenir. Ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que quand aujourd'hui nous nous adressons à la nature, il faut qu'il reste une part sauvage comme une sorte de témoin. Il faut qu'il reste une part à laquelle nous ne touchons pas pour nous rappeler à quel point dans les autres pas nous nous éloignons de cette part-là. Si nous ne conservons pas stratégiquement cette part sauvage du monde, alors nous irons totalement dans un monde artificialisé. Et ça, c'est une idée qui semble extrême. Elle rajoute, penser l'extériorité de cette part de la nature, c'est accepter de se donner des limites, de borner notre empire. Il convient de borner l'emprise humaine. C'est parce que celle-ci se déploie sinon sans limite. Toujours dans la notion de part, je vais juste l'évoquer ici, c'est Georges Bataille. La notion de part maudite. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quelle que soit la production économique, nous produisons toujours plus que ce que nous pouvons consommer. Nous sommes en réalité des sociétés d'abondance. C'est dans le monde de la croissance que l'on nous raconte que l'économie est l'économie de la rareté. Nous sommes en réalité dans un monde d'abondance. Dans ce monde d'abondance, qu'est-ce que nous faisons de l'abondance? Alors il y a deux parts. Il y a la part que Bataille appelle la part servile. La part qui est au service du renouvellement de la vie, des conditions de vie. Mais qu'est-ce que l'on fait des surplus? Qu'est-ce que l'on fait des surplus? Qu'est-ce que l'on fait de ce que Bataille appelle la part maudite? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait des surplus dans le monde de la croissance? Les riches s'approprient la part maudite, ils s'approprient les surplus et ils les utilisent pour leurs dépenses inutiles. Il faut, cette idée, on va la retrouver chez tout ce qu'on appelle l'école de Barcelone de la décroissance, il faut inverser le binôme. Il faut inverser le binôme actuel qui est austérité pour tout le monde, luxe pour quelques-uns. Il faut inverser sobriété personnelle et la dépense, le gaspillage commune, organisé en commun, dans des fêtes, dans des monuments, dans des activités de commun où nous refaisons du vivre ensemble. Ça, c'est la décroissance. La décroissance, c'est retrouver ce sens du partage. Vient de sortir un livre aussi qui s'appelle L'Otium du peuple, de Jean-Miguel Pire. Et c'est une idée... Alors, je n'ai pas lu le livre, je n'ai lu qu'un compte-rendu pour le moment. Mais c'est l'idée de Gors, d'André Gors et du temps libéré. C'est-à-dire qu'il faut que nous conservions dans notre temps une part, alors on va dire, oisive. C'est-à-dire, alors on sait comment, dans le capitalisme, l'oisiveté est mère de toutes les vices. Non, l'oisiveté est mère de toutes les vertus. Et on sait bien comment le capitalisme, lui, c'est le monde de la négation de l'oisiveté, le négoce. Le négocium, c'est la négation de l'osium, c'est la négation de l'oisiveté. Il ne faut pas être assez oisif, il n'y a pas de saut métier, bah si. Et donc, il ne s'agit pas de dire que le droit à la paresse, ce n'est pas le droit de paresser tout le temps.
C'est le droit pour chacun. Alors, quand vous le prenez comme matrice, ça va pouvoir se décliner, par exemple, avec mon copain Baptiste, nous défendons le droit inconditionnel au temps partiel choisi. Pas subi, comme il est aujourd'hui. Maintenant, ça peut se décliner après, mais c'est fondamentalement une matrice. Il faut qu'il y ait une part. Et puis, je pourrais réfléchir aussi que par le radical, c'est partage, c'est appartenir, c'est partager, c'est appartenir, c'est participer. Il y a quelqu'un que je lis en ce moment sur lequel je travaille qui s'appelle James Banbridge, qui est une philosophe de philosophie politique américaine, qui travaille sur la démocratie participative. Quelle facilité, c'est souvent chez nos décroissants, de dire il faut la démocratie directe. Oh, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut une part de représentation, une part de délibération, de démocratie délibérative, une part de participation. Il faut une part. Arrêtons de penser en tout ou rien. Essayons de penser en part. Et puis, et je vais terminer là-dessus. Non, je dis mon dernière idée, puis je reviens après. Pour le vieux, je sais pas, peut-être que c'est l'idée de lieu qui est la bonne. L'idée de réhabilitation, l'idée de... Bon, mais je n'ai pas assez creusé, je voulais juste l'évoquer. Je voudrais finir sur la citation, qui doit être ma citation philosophique préférée. Je la cherche. Et il me semble qu'il y a là le premier précurseur de la décroissance. Oubliez, jamais cité, Aristote. C'est-à-dire celui qui nous dit que l'homme est sociable par nature. Et je pense que fondamentalement, la décroissance doit définir un humanisme de la sociabilité. Il faut établir d'abord en vue de quoi la cité est constituée. Un homme est par nature un animal politique. C'est le fameux en grec zoon politikon qui a plein de traductions. L'homme est un animal politique par nature. L'homme est sociable par nature, c'est souvent traduit. C'est pourquoi, même quand les hommes n'ont pas besoin de l'aide des autres, les hommes n'en ont pas moins tendance à vivre ensemble. Nous ne vivons pas ensemble parce que nous avons besoin des autres. Ça, c'est ce que croit cette fameuse auteure Ayn Rand, comment elle s'appelle Rand. Vous savez, non, vous ne voyez pas qui c'est? Cette auteure qui a écrit quelque chose qui s'appelle Sur mes épaules ou... c'est le deuxième livre le plus lu après la Bible aux États-Unis. C'est cette folle furieuse libertarienne qui dit « Quant à moi, je n'ai jamais aidé personne et je n'ai jamais demandé d'aide de personne. Voilà comment j'ai réussi ma vie. » Waouh! Alors, il me fait lire la Bible. C'est pourquoi même quand ils n'ont pas besoin de l'aide des autres, les hommes n'en ont pas moins tendance à vivre ensemble. On ne vit pas ensemble par intérêt. Ça, c'est ce que croit Platon dans la République et Aristote, il sait ce qu'a dit Platon dans la République. Néanmoins, l'avantage commun, qu'est-ce que c'est? Lui aussi réunit les hommes dans la mesure où cette union procure à chacun une part de vie heureuse. Il ne s'agit pas d'être heureux, il s'agit d'avoir une part du bonheur. Tel est assurément le but que tous les hommes ont avant tout, tous ensemble comme séparément. Mais ils se rassemblent et ils perpétuent la communauté politique dans le seul but de vivre ensemble. Peut-être en effet y a-t-il une part de bonheur dans le seul fait de vivre, à condition que la vie ne soit point trop accablée de peine. Il est d'ailleurs évident que la plupart des hommes supportent beaucoup de souffrances, tant ils sont attachés à la vie sociale, comme si celle-ci avait en elle-même une joie, le mot c'est euemeria qui veut dire une belle journée, une joie, et une douceur naturelle. Il me semble que cette notion de part, elle peut être une formidable matrice pour penser la désaliénation, pour nous retrouver nous-mêmes, mais pas moi tout seul avec moi,
mais pour nous retrouver ensemble. Et je termine, ça fait 10 fois que je termine, sur un point. Je me suis occupé pendant des années de monnaie locale, j'ai animé pendant des années le réseau français, l'un des réseaux français des monnaies locales, et nous avions lancé le projet à Romans où j'habitais à l'époque, avec un intitulé qui était Changer les échanges. C'était ça, au départ, notre truc. Changer les échanges. Bon. Changer les échanges, donc. Changer les échanges. Et en fait, je me suis aperçu que, par la pratique des monnaies locales, qui, soit dit en passant, échouent, toutes, sans exception, elles sont toutes groupusculaires, quand elles subsistent encore, et en réalité parce que, précisément, elles n'ont pas compris leur part. En fait, je vais terminer là-dessus. Il me semble que l'intérêt de faire un projet de monnaie locale, et je pense que l'intérêt de faire aussi toute alternative concrète, c'est toujours d'aller essayer de comprendre ce qu'est la différence entre échanger et partager. Quelle est la différence entre échanger et partager? J'ai choisi, alors échanger comme par hasard, c'est le libre-échange. C'est la clé du libéralisme. Laisser passer, laisser faire. Qu'est-ce que c'est la loi de l'échange? C'est j'ai un X de temps de valeur, je l'échange contre un Y équivalent. L'argent, c'est le règne de l'équivalence. C'est ce que j'avais expliqué la fois précédente, à savoir que le régime de croissance, c'est tout est équivalent. C'est le règne, tout se vaut, tout peut être échangé. Mais fondamentalement, l'échange se fait entre propriétaires. L'échange se fait entre propriétaires. Alors, pendant un temps, je me suis dit, les monnaies locales, elles ne sont pas là pour faciliter les échanges, fût-ce au niveau local. Elles ne sont pas là pour faciliter les échanges. Mais alors pourquoi faire? Pour partager. Et c'était la question, certains d'entre vous sont mis dans les monnaies locales. Les monnaies locales, c'est bien beau, vous prenez 1 euro, vous donnez 1 euro, on vous donne une monnaie locale. Et si vous n'avez pas d'euros, vous faites quoi? Vous faites des monnaies locales? Les monnaies locales, elles sont réservées à ceux qui ont des euros. C'est une monnaie de bobo. C'est une fric de bobo. Pas une monnaie, justement, c'est de l'argent. Ça n'a pas d'odeur, ça circule. Et à ce moment-là, par exemple, dans le projet que je menais, en plus du réseau sur ma commune, qui s'appelait un roman, la monnaie s'appelait la mesure, on dit, nous allons partager. Nous avons des euros. Nous allons les partager. Nous allons les partager. Nous qui avons des euros, nous allons les donner à ceux qui n'en ont pas. Et puis j'ai avancé encore d'un cran. Parce que je me suis aperçu que quand on fait comme cela, et quand on conçoit ce que c'est que faire sa part, c'est le colibri, mais faire sa part, c'est aussi ce que dit le docteur Rieu dans La Peste, de Camus. Faire sa part, si c'est en tant que propriétaire, qui doit dire merci à l'autre? Dans la logique propriétariste, c'est celui qui a, qui doit recevoir le merci. Je suis propriétaire, j'ai un gâteau. Tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas de gâteau. Oh, que je suis bon. Je le partage. Je te donne la moitié de mon gâteau. Mais pourquoi c'est ton gâteau? Et si nous allions un cran plus loin et que nous comprenions qu'en réalité le gâteau est commun, que je me l'étais approprié et que je ne fais que rendre à l'autre ce qui lui est dû. En l'occurrence, quand j'ai un gâteau et que je le coupe en deux et que je le partage avec quelqu'un, c'est à moi de le remercier, de me permettre de lui rendre sa part. Et donc, je suis intimement persuadé que la notion de part est une formidable matrice de solutions. Pensons en termes de part, pensons en termes de partage, pensons en termes d'appartenance. Nous appartenons à un commun. Nous devons participer à ce commun. Faisons notre part. Non pas en racontant qu'une place plus une part. Je termine là-dessus, vraiment. Je ne suis pas en train de dire une place pour une part, plus une part, plus une part, plus une part égale le commun. Je suis exactement en train de dire le contraire. Au départ, il n'y a pas des parts.
qu'en mettant ensemble du commun. Au départ, il n'y a pas des individus qui se mettent ensemble pour une société. Au départ, il y a une société. Au départ, il y a du commun. Le commun est un préalable. Putain. Voilà.